Le Seigneur des Anneaux. Réalisé par Peter Jackson entre 1998 et 2001, est pour beaucoup de monde le média qui leur a permis d'entrer dans le magnifique légendaire de Tolkien. Je fais moi-même partie de ces gens-là. Mais aujourd'hui, je vais taper sur les doigts de l'adaptation, qui toutefois reste de mon cœur l'une des meilleures qu'il m'ait été donné de voir, revoir, encore et encore. Avant de commencer l'épisode, je vais vous poser une simple question. Combien seriez-vous prêt à offrir pour redécouvrir ces films d'un œil nouveau, sans en connaître la fin, les tenants et les aboutissants, ni rien de l'univers, juste redécouvrir le Seigneur des Anneaux d'un esprit vierge. Enfin, sur cet épisode, je ne m'attaquerai qu'à la communauté de l'anneau, pour pouvoir plus facilement développer les points mis en lumière, car c'est une critique que j'ai beaucoup entendue sur ma vidéo des Anneaux de pouvoir. Et je précise, encore une fois, nous ne parlerons pas de l'apparence des personnages, ni de secrets de tournage ou autre, simplement de l'or. Avant d'attaquer le voyage de Frodo, il n'y a pas grand-chose à dire, hormis que le passage du temps est assez peu visible, car à la fête de Bilbo, Frodo fête ses 33 ans, alors que le jour où il part avec l'anneau en direction de Foncombe, il en a 50. Quand Frodo fait ses préparatifs, il vend cul-de-sac au saquet de Besace. Vous savez, eux. C'est la famille qu'il n'aime pas vraiment. Frodo, lui, part s'installer au pays de Bouc auprès de la famille de sa mère, ce qui lui permet d'être plus proche de la frontière est de la comté pour un départ futur. Donc, une partie largement réduite dans les films est le départ de Frodo, Sam et Pipin, sans Merry, de cul-de-sac pour aller à la nouvelle maison de Frodo, à Creux de Crick. Dans ce voyage, ils rencontrent effectivement les Nazgûl ainsi que les elfes de Gildor. Mais ils se font aussi inviter à manger chez le père Maggot qui ne les chasse pas de ses champs évidemment. Le vieux paysan qui faisait si peur à Frodo quand il était jeune se révèle un ami de qualité. Enfin, nous arrivons là au moment où les hobbits prennent le bac. C'est très connu, mais je pense que si je vous montre une carte de la région, vous comprendrez. Voici le bac qu'ils prennent, à Châteaubouk, et voici où ils se retrouvent après la transition. Il y a un petit souci de quelques kilomètres, je crois. En effet, dans le livre, les hobbits retrouvent Merry sur le chemin du bac, traversent la rivière, puis vont se baigner et manger au creux de Crick. Merry, Pipin, Sam et Frédégar Bolger ont préparé tout ce qu'il faut pour partir avec Frodo, ce qu'ils font le lendemain matin avant l'aube, car il y a eu une conspiration lors du départ de Frodo. Mais je vous laisse lire les livres pour plus de détails. Ils partent dans la vieille forêt par la suite. Là, ils sont menés par les sombres desseins du vieil homme Saul, personnage énigmatique et mauvais vivant dans la vieille forêt dont peu de choses sont connues. Les hobbits sont sauvés de ses racines par le vieux Tom Bombadil. Ils passent ensuite 2 jours dans la maison riante de Tom et Bédor. Pour plus de détails sur cette portion de l'histoire, allez voir mes vidéos sur Tom Bombadil, sur la vieille forêt et sur les hauts des Galgal. Car oui, en repartant, les hobbits sont faits prisonniers du tertre d'un vieil être des Galgal. C'est encore une fois Tom Bombadil qui les sort de ce très mauvais pas, et leur fait cadeau à ce moment des épées qui seront les leurs pour toute l'aventure. Enfin, ils retrouvent la grande route de l'Est et arrivent à Bré. Après avoir demandé à Harry, le portier, d'entrer dans la ville, ils se rendent à l'auberge du poney fringant en espérant y trouver Gandalf. Mais faute de magicien, ils tombent sur un homme étrange vêtu pour le voyage qui se fait appeler Grandpa. Tout l'acte de Bree est assez bien retranscrit dans les films, si ce n'est qu'il est difficile de reconnaître les têtes que l'on devrait connaître. Bill Fougeron, son ami du Sud, ou les 2 employés hobbits du barman, Bob et Nob, par exemple. À la fin, toutefois, Frodo accepte que Grandpa les mène seulement après avoir reçu une lettre de Gandalf mentionnant le rôdeur, que l'aubergiste avait oublié de transmettre plusieurs mois auparavant d'ailleurs. Enfin, la route vers Foncombe peut reprendre,
Mené par Aragorn, il traverse le marais de l'eau aux cousins, que l'on peut voir dans la version longue du film. À ce moment, un passage de chanson parlant du lait de Beren et Luthien est fredonné par grands pas, ce qui n'est pas dans le livre, mais un ajout brillant. Le reste du voyage est correct. Ils arrivent au Mont Venteux. Là, Sam leur chante une partie de la chanson de Gil-galad, roi des elfes, à la stupéfaction générale, mais cela n'est présent que dans le livre. Puis le reste est connu. Frodo se fait poignarder et Grandpa leur sauve la vie. Ils s'enfuient hors du chemin, trouvent les trolls de Bilbo, et quand enfin ils reviennent sur la route, ils sont retrouvés par Hein? Quoi? Mais non! Vous pouvez pas retirer l'un des elfes les plus puissants et les plus géniaux de toute l'œuvre pour le remplacer par la fille d'Elrond! Non, mais à ce moment, c'est Glorfindel qui vient sauver les hobbits, parce qu'Elrond, il a envoyé tous ceux qui pouvaient officiellement s'opposer aux neuf, à savoir Eladan, Elrohir et Glorfindel. Il tient trop à sa fille, il l'aurait jamais envoyé. Bon, bref, faut que je me calme. Bon, allons. Il fallait introduire le personnage d'Arwen, j'imagine, même si cette dernière ne semble pas avoir de cheval à elle, bien qu'elle soit fille du maître des lieux. On l'entend crier Norolim Asfaloth, ce qui signifie « cours vite, Asfaloth ». Je vous le donne, Asfaloth, c'est le cheval de Glorfindel. C'est aussi elle qui amène la crue de la Bruinen, ce qui dans le livre est le travail d'Elrond et de Gandalf. Elle porte aussi Adafang, l'épée d'Elrond. Bon, ça c'est plus logique, c'est l'épée de son père. Enfin bref. Frodo est sauvé par les elfes, et on en parle de cette transition et de ces incrustations là. Même en 2001, ça fait un peu peur pour un film de cette qualité. Enfin bref. Je vais passer directement sur le conseil d'Elrond parce que là c'est étrange. On sait qui est présent à ce conseil, à savoir Elrond, Gandalf, Frodo, Bilbo, Glorfindel, Erestor, Aragorn, Boromir, Glóin, Gimli, Legolas, Galdor, ainsi que un ou deux autres elfes de la maison d'Elrond. Donc question simple, sur cette image, où est Bilbo? Et qui sont ces gens? Deux nains supplémentaires ainsi que quelques hommes inconnus, c'est étrange ça, non? Bon d'accord, on sait que le mec au premier plan ça devient Lindir, mais c'est le Hobbit qui nous le dit plus tard. Et ça c'est presque une anecdote de tournage, du coup ça n'a rien à faire ici. Enfin bref, la communauté est formée et il est temps de partir. Stop! Quoi, encore une ellipse temporelle? Eh oui, car Frodo arrive à Foncombe le 24 octobre et la compagnie ne prend la route que le 25 décembre. Car ils attendent le retour des éclaireurs d'Elrond, partis chercher des nouvelles des cavaliers noirs et de ce que fait l'ennemi. Ce qui laisse le temps aux forgerons d'ailleurs de refaire l'épée Endoril pour Aragorn, qui part avec elle dans le but de reprendre la royauté de Gondor. Vous noterez qu'il fait beau pour un départ le 25 décembre à Foncombe. L'anneau prend le chemin du sud. Ok, tout est bien. Les images sont National Geographic Approved. Et tiens, on voit les ruines de Ostinethil. Enfin, j'imagine que c'est Ostinethil parce qu'il n'y a rien d'autre d'elfique dans la région. Mais on est bien trop au nord pour que ce soit Ostinethil. Et Ostinethil, c'est là sur une carte. Et la Moria, où ils vont aller plus tard, c'est là. Bon, on passe. C'est peut-être d'autres ruines du royaume d'Eregion, qui sait. Puis vient le Caradhras. Là, c'est assez correct. Quoique manquant de détails, évidemment, dont les fagots de bois prélevés par la communauté sur conseil de Boromir, par exemple. Mais tout le principal y est. Hormis que c'est Saruman, dans le film, qui amène la tempête, en lieu et place de Sauron selon Gandalf, ou du Caradhras lui-même selon Gimli. Wow, c'est quoi cette transition? Caradhras, bam, Moria. Bon, normalement, là, ils partent de la montagne et sont attaqués par des wargs de nuit. C'est là que les hobbits voient pour la première fois que la compagnie sait vraiment se battre. Sans compter Gandalf qui fait un spectacle pyrotechnique assez digne. Enfin, la Moria. L'un de mes chapitres préférés du livre. Toute cette obscurité, ces ténèbres latentes et ce mal tapis tout autour de la compagnie. C'est aussi l'un de mes passages favoris du film. Le ton de la séquence a été pas mal modifié. Alors que dans le livre, la communauté ne se rend compte de la mort des nains qu'une fois qu'ils ont atteint le tombeau de Balin, les réalisateurs ont eu recours à des éléments de foreshadowing. Gandalf dit à Gimli qu'il préférerait ne pas entrer dans la Moria, et Saruman est montré comme étant conscient de la réticence de Gandalf, et révèle également une illustration du Balrog dans l'un de ses livres. Les cadavres des nains sont d'ailleurs instantanément montrés lorsque la communauté entre dans la Moria. On sait que les seuls qui sont allés à la porte de l'Ouest, à la mort de la colonie de Balin, sont pris par le guetteur des eaux. Par la suite, c'est assez correct, hormis le temps passé dans la Moria, qui est encore une fois assez flou. La première halte est faite aux 3 passages,
Une salle s'ouvre sur le côté et la compagnie y dort quelques heures, laissant Pipin puis Gandalf veiller. La deuxième halte est faite lorsqu'ils entrent dans une immense salle des nains. Ils voient le jour pour la première fois depuis leur entrée dans la mine à cet endroit. Puis vient le combat dans la chambre de Mazarbul, là où il y a la temple de Balin. Puis la fuite vers le pont et le combat contre le Balrog. Petite information amusante me venant de John Howe directement. Un jour, je suis allé le voir lors de l'un de ses meetings et il dit aux gens présents dans la salle qu'à l'époque de la sortie du premier film, tout le monde râlait à propos du design du Balrog, car dans la version de Howe, celui-ci avait des ailes, qu'il n'aurait pas dû avoir selon les fans de l'époque, alors que les ailes sont décrites dans la scène du pont dans toutes les versions que je possède, tant anciennes que nouvelles traductions, tant anciennes versions que nouvelles versions ou nouvelles impressions, et même dans le roman en anglais, les 3 versions que j'en possède. Comme quoi. Vient ensuite la fuite vers la Lothlorien. Cette séquence est grandement raccourcie et à tort je pense, car c'est à ce moment que Gimli se rapproche un peu de Frodo et lui montre la pierre de Dorin, puis reste à l'arrière de la compagnie pour discuter avec lui un instant, avant de le laisser seul avec Sam. La compagnie s'arrête à la Nimrodel pour soigner les blessures de Sam et de Frodo, et Legolas chante la chanson de la Vierge Nimrodel dont la rivière porte le nom. Plus tard, non loin, ils font la rencontre de Haldir et de ses frères Rumil et Orofin. Ils dorment une nuit dans les arbres et font voyage vers le centre de la Lorien pour y rencontrer Galadriel et Celeborn, seigneurs des lieux. Dans la Lorien, encore une ellipse, car ils y passent un mois entier avant de repartir sur le fleuve. Tiens, Galadriel offre une corde à Sam. Étrange, elle lui offre normalement une petite boîte contenant des graines de son jardin, qui lui seront utiles bien plus tard dans le récit. Le voyage sur le fleuve est assez bien représenté, et la compagnie se laisse flotter et des fois doit ramer. Mais ils sont passés où les rapides de Sarngebir? Bon d'accord, c'est pas très important, mais le passage par l'ancien chemin de portage aussi, peut-être, non? À la fin du film, c'est aussi différent par rapport au livre. La mort de Boromir, c'est le premier chapitre du deuxième livre, normalement, et non pas la fin du premier. Voilà que nous avons fini le premier film. Vous en comprenez maintenant assez, je pense, pour voir ce qui fait du Seigneur des Anneaux une adaptation de qualité à l'inverse des Anneaux de pouvoir. Attention, je suis conscient que les Anneaux de pouvoir traitent une partie beaucoup plus large et moins détaillée que le Seigneur des Anneaux, mais justement, cela devrait laisser bien plus de liberté, prenant les faits écrits comme des jalons d'écriture obligatoires dans le récit et laissant plein de place entre deux pour créer, inventer et faire évoluer d'autres personnages et arcs narratifs. Enfin, je n'ai pas tout cité. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez et n'aimez pas dans la communauté de l'anneau, et la semaine prochaine, on attaque les 2 tours. Dites-moi ce que vous voudriez y voir, ou ne pas y voir aussi. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite, et je vous dis à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!